pourquoi le souverainisme a-t-il été pendant des années associé à cette pente glissante qui mène directement à l'extrême droite, à la haine de l'autre, au repli, à la fermeture? Une anecdote pour bien comprendre comment tout cela fonctionne. Souvenez-vous, septembre 2015, Michel Onfray donne une interview au Figaro, il y expose sa vision sur l'immigration, etc. Le lendemain, Libération fait sa une sur lui, il est passé, il a basculé au FN, évidemment, Libération, par la voix de son directeur Laurent Geoffrin, pleurait le fait que Michel Onfray, hélas, nous ait quittés. En fait, 2 jours après, on avait la clé du choix de Libération d'attaquer de cette façon-là. Dans un nouvel éditorial, Laurent Geoffrin expliquait que le crime de Michel Onfray se résumait à un mot, il était souverainiste. Et c'est pour cela qu'il fallait que l'ensemble de la nation s'élève contre lui et considère que son discours était scandaleux. Pourquoi? Tout simplement parce que ce mot finalement, et c'est sans doute le cœur de mon propos, ce mot est synonyme de démocratie. De quoi ont peur tous ces gens? Ils ont peur de la démocratie, ils ont peur du pouvoir du peuple. Rappelons tout simplement l'étymologie. Souverain est un dérivé du bas latin supera, qui vient de supra, supérieur, au-dessus. C'est celui qui détient l'autorité suprême. Ça désigne au départ le roi, l'empereur. Et ce mot, petit à petit, au cours du Moyen-Âge et de la Renaissance, acquiert un sens abstrait. Il n'est plus seulement incarné dans un homme, le roi ou l'empereur. On arrive à penser la souveraineté comme un concept abstrait. C'est Jean Bodin au XVIe siècle qui définit ce concept, celui de la puissance de l'État, et il différencie cela des autres façons d'exprimer cette puissance, potestas et auctoritas. Potestas, c'est le pouvoir juridique, le droit. L'auctoritas, c'est le pouvoir qui s'impose. Il s'impose par le mérite, par la puissance, par la force. C'est le pouvoir de l'empereur. La souveraineté, c'est la puissance d'agir. Et c'est la Révolution, ensuite, qui invente cet oxymore extraordinaire, le peuple souverain. Le peuple n'est plus soumis, il est à lui-même son propre souverain. Et la République, c'est la forme que prend en France la démocratie pour garantir la souveraineté du peuple. Il suffit de relire ce qui est exprimé dans la Constitution de 1958. Article 2, la devise de la République est liberté, égalité, fraternité. Article 3, la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Aucune section du peuple, ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Cela signifie que dans l'idée des rédacteurs de cette Constitution, souveraineté et démocratie ne sont pas dissociables. Et c'est une vérité essentielle. Il n'y a pas de démocratie sans l'exercice par le peuple de la souveraineté nationale. Quel sens ont ces mots? Eh bien, ça veut dire d'abord qu'il n'y a pas de souveraineté dans une nation dominée par une puissance extérieure, quelle qu'elle soit. L'État est l'émanation du peuple pour exercer la auctoritas et la potestas. Qu'est-ce que l'État, tout simplement, doit garantir au peuple? La souveraineté, la sécurité intérieure et extérieure, ce qui nous ramène au propos précédent sur la souveraineté militaire de la France. Il n'y a pas de nation souveraine sans une indépendance militaire. Et là, je citerai tout simplement un exemple qui doit nous inquiéter. Jean-Michel Quatrepoint connaît particulièrement ce dossier. Quand on abandonne à une entreprise étrangère, par exemple, les turbines de nos sous-marins nucléaires, comme c'est le cas avec le passage d'Alstom sous le contrôle de General Electric, quelle souveraineté reste-t-il? C'est-à-dire qu'on peut rappeler d'ailleurs qu'au moment, en 2003, au moment de la guerre d'Irak, les États-Unis ont engagé des rétorsions contre la France parce qu'elle avait refusé de suivre
la politique américaine. Ces rétorsions ont eu assez peu de conséquences. Pourquoi? Parce que la France utilisait ses propres entreprises pour fournir son armée. Ce ne serait plus exactement le cas aujourd'hui. Si aujourd'hui, nous devions nous opposer à la politique américaine, sans doute, la punition serait bien plus dangereuse. Mais je pense que Jean-Michel pourra nous en reparler tout à l'heure. Autre élément que doit garantir l'État au peuple, la souveraineté alimentaire. Et là également, il y aurait des questions à se poser sur la capacité de la France aujourd'hui à garantir sa souveraineté alimentaire. Je rappelle que cette puissance agricole immense qu'était la France est obligée d'importer du lait aujourd'hui. Du lait et d'autres denrées alimentaires. Je rappellerai également que nous transformons, nous bétonnons l'équivalent d'un stade de foot toutes les 5 minutes en terres arables, que certaines autres sont rachetées, par exemple, par la Chine, c'est le cas de certaines terres dans le Berry. Donc nous perdons des terres arables à chaque seconde, 26 mètres carrés par seconde. Cela signifie que d'ici quelques décennies, la France sera totalement incapable de se nourrir sans dépendre d'autres pays. C'est très bien, c'est le marché, ce sont les échanges internationaux, mais ça peut poser un léger problème au cas où il faudrait s'opposer à des forces avec lesquelles nous ne serions pas d'accord. Autre élément de la souveraineté énergétique. Là aussi, ça a déjà été cité, mais ça nécessite là aussi de s'interroger, par exemple, sur nos approvisionnements en uranium, si l'on veut maintenir une part du nucléaire suffisant dans ce qu'on appelle le mix énergétique. Et enfin, la souveraineté numérique. La souveraineté numérique, c'est-à-dire la possibilité, dans un monde qui aujourd'hui ne peut pas se passer de ce domaine-là, la possibilité de ne pas avoir des données qui sont entièrement absorbées par des entreprises privées, dont toutes sont américaines. Or, aujourd'hui, les choses sont claires, en termes numériques, nous sommes une colonie américaine. Donc, déjà, quand on parle de souveraineté, la souveraineté de la nation française n'est plus tout à fait telle qu'elle devrait être, n'est plus parfaitement intègre. Mais ces éléments essentiels qui permettent de garantir la souveraineté de la nation ont un but, c'est qu'un État puisse mener la politique de son choix en fonction de ses intérêts et de ses valeurs. Pourquoi cela ? Parce que le deuxième élément qui vient s'articuler avec celui de la souveraineté nationale, c'est la souveraineté du peuple. Pourquoi faut-il cette souveraineté nationale? Pour garantir la souveraineté du peuple, qui est le cœur du dispositif. C'est-à-dire que le peuple doit pouvoir décider de son destin. Et là, également, on peut se demander aujourd'hui de quelle nature est cette souveraineté populaire. Je pense que Anne-Marie Le Pourrier a démontré à quel point l'ensemble des institutions de l'Union européenne étaient configurées de façon à ne surtout pas être démocratiques, à travers la non-réversibilité des traités, à travers le rôle de la Commission, le rôle de la Cour de justice européenne. On l'a vu récemment, notamment à travers ce qui paraîtrait presque anecdotique à force d'être répétitif, mais sur un sujet comme celui du glyphosate. Les peuples européens ne veulent pas de ce pesticide. Peut-être sont-ils obscurantistes, peut-être n'ont-ils pas compris que c'était indispensable, peu importe. C'est la volonté de ces peuples. Et n'importe quel démocrate est censé l'accepter. Pour autant, la mécanique européenne aboutit à ce que, à travers un vote complexe, à travers des tractations, après une demande d'un rapport par l'agence de sécurité européenne, la demande d'un rapport aux instances allemandes qui étaient censées représenter l'Europe dans ce débat, eh bien, le rapport en question comportait une centaine de pages qui était un copier-coller d'un document fourni par Monsanto. Bon. Donc, nous voyons que les institutions européennes dans leur ensemble
présente une porosité à la puissance des lobbies des multinationales tout de même assez sidérante. Ce qu'il faut, c'est une autre Europe. Une autre Europe. Une autre Europe. Il faut construire une autre Europe. J'ai très envie de construire une autre Europe. Exiger ensemble une autre Europe. Ils veulent une autre. La possibilité d'une autre Europe que cette Union européenne. C'est de bâtir une Europe enfin utile. En finir avec cette Europe de l'argent, construire enfin l'Europe des gens, l'Europe de l'humain et de la planète d'abord. Tous les partis politiques proposent de changer l'Europe. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et ça c'est vrai. Mais c'est reparti. Moi, je veux changer l'Europe. Changer cette Europe. Changer cette Europe. Changer cette Europe-là. Faut qu'on change l'Europe. Excusez-moi, elle est toute mouillée, il faut que je la change. Non, mais il faut la changer. Changer l'Europe pour qu'elle soit meilleure. Voter socialiste, c'est changer l'Europe maintenant. Nous, l'objectif ultime est un objectif de refondation de l'Union européenne, mais du grenier à la cave. Alors je le dis ici, l'Europe doit être repensée, l'Europe doit être refondée. Nous devons refonder notre Europe. Il nous faut, en ces périodes de crise, retrouver les voies de l'indépendance. Il nous faut refonder l'Europe. Refonder cette Europe. La refondation, effectivement, est nécessaire. Pour une autre Europe radicalement différente. Qu'est-ce qu'on fait? On sort de l'Europe ou alors on change l'Europe? C'est ainsi qu'arrive un épisode décisif de notre histoire, qui est la conquête de la souveraineté nationale. C'est le 14 juillet 1789, dont c'est le symbole. Vous savez que c'est précédé par des mois et des mois d'agitation, par la convocation des États généraux par Louis XVI en avril, par la déclaration du jeu de paume, par des débats insensés pour savoir si on va voter par collège ou ensemble, sachant que si on vote par collège, comme il y a 3 collèges, et il y a les nobles et le clergé et le tiers-état, les nobles et le clergé auront toujours 2 voix sur 3, donc seront toujours majoritaires, alors que si on vote tous ensemble, on va voter aux voix, et comme le tiers-état est 2 fois plus peuplé, a 2 fois plus de représentants que chacun des autres, ils sont à égalité, et comme il y a des membres du clergé et des membres de l'aristocratie qui font des alliances avec le tiers-état, ça veut dire que le tiers-état va l'emporter. Donc finalement, tout ceci mène dans une ambiance de plus en plus surexcitée, et le 14 juillet 1789, c'est la prise de la Bastille où c'est un symbole, il n'y a plus que 7 prisonniers, mais le symbole tombe, et c'est l'absolutisme royal qui tombe. Ce qu'il faut savoir, c'est que dès le 17 juillet 1789, 3 jours après, le 8e prince de Condé, à gauche, et le comte d'Artois, à droite, qui est le fils Benjamin de Louis XVI, le frère Benjamin de Louis XVI, donc à Louis XVI, puis le monsieur qui est le futur Louis XVIII, et le comte d'Artois qui est le futur Charles X. Donc l'un des héritiers putatifs de la couronne, et le prince de Condé, qui est l'un des très grands princes du sang, quitte la France dès le 17 juillet 1789 pour aller chercher aide et renfort auprès des étrangers contre le peuple français. Et ce qu'il est important aussi de bien saisir, c'est une remarque que je crois fondamentale. C'est qu'en juillet 1789, si le peuple français avait attendu le soutien et la révolte concomitante des autres peuples d'Europe, les Britanniques, les Néerlandais, les Espagnols, les Portugais, les Autrichiens, les Prussiens, les Bavarois, les Suédois ou les habitants des États de l'Église, etc., si les Français avaient voulu d'abord attendre le soutien de tous ces peuples avant de s'emparer de la Bastille, et que croyez-vous qu'il se serait passé? Il se serait passé rien du tout. La Bastille n'aurait jamais été prise, elle serait peut-être encore là de nos jours. Je le dis parce que combien j'entends de gens qui disent « Ah, il faut sortir de l'euro, mais à condition que ce soit avec les Grecs, les Portugais, mais on pourra attendre jusqu'à la Saint-Glinglin. » Être français, c'est prendre ses responsabilités en tant que peuple adulte.